Salut la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une nouvelle invitée et je suis très content de la recevoir. Franchement, ça fait super plaisir. C'est une personne qui est tournée vers les autres, énormément tournée vers les autres et c'est ultra intéressant de la recevoir aujourd'hui car avant de se tourner vers les autres, elle a dû d'abord se tourner vers elle. Donc ça va être intéressant d'aborder ce sujet-là. Je suis très content de recevoir mon invité du jour qui est Marie. Bonjour Serge, Ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien. En pleine forme? En pleine forme, un peu fatigué, fin de semaine, fin de journée, mais je suis contente d'être là. Bah écoute, plaisir partagé, vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi surtout de m'avoir proposé ce podcast. Bah avec plaisir. Pour moi, c'était tout naturel. J'y ai pensé, je me suis dit, allez, faut que Marie elle vienne aussi parce que c'est intéressant, bah, ton point de vue et puis par rapport à plein de choses. Donc, let's go. Allons-y. Allons-y. Alors là, je t'explique un peu comment on va fonctionner. Donc, les premières minutes, on va parler de ta première quinzaine, vingtaine. Qui était Marie? Comment était la petite Marie? Bout en train, plutôt timide, qui allait dans tous les sens, ultra curieuse. Tu vas nous dire tout ça. Et au fur et à mesure, on va avancer dans le temps jusqu'à rentrer dans cette fameuse trentaine et voir ce qui a changé ou pas. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Très bien. Alors, qui était Marie plus jeune? Oh waouh. Alors, la Marie de 15 ans ou avant 15 ans, c'était la Marie sage, très sage. Pas de bêtises, rien qui dépasse, bonne à l'école, meuf chiante. Oui, c'est vrai qu'on m'appelait beaucoup l'intello à l'école. Ok. J'en ai un peu chié d'ailleurs avec ça, ça me collait beaucoup à la peau. En plus, j'ai changé d'école juste avant la sixième. Donc j'arrive au collège, nouvelle école, alors que ceux qui étaient là depuis la maternelle. Ouais, Donc un peu dur de s'intégrer. Plus l'image d'un télo, évidemment. Pas forcément. beaucoup d'amis. Forcément. Sauf quand il fallait les aider au niveau des devoirs, et les contrôles, tout ça. Ah non, mais j'ai gardé un trauma comme ça. J'avais filé mon DM de maths à toute la classe. Ok. Et la prof de maths voit une feuille qui tourne dans la classe, elle la chope, c'est mon DM. Elle le déchire, le pot à la poubelle. J'étais donc la seule à pas avoir de DM à donner. Ah bah, Donc voilà. ok. Bah, du coup, tu te tournes vers les autres et les autres, sur ce coup-là, ils te l'ont pas vraiment bien rendu. Ouais, je l'ai eu un peu mauvaise celle-là, j'avoue. Mais sinon, à part ça, ouais, rien de fou jusqu'à 15 ans, je dirais. Ok. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui change à partir de 15 ans? Qu'est-ce qui change à partir de 15 ans? Je pense c'est les garçons. Ok. C'est l'époque où tu commences à regarder les garçons. Et tu te dis, bah, les filles qui attirent les mecs, c'est pas du tout les mêmes meufs que moi. Et tu te dis: «Tiens, est-ce que j'essaierais pas de perdre du poids?» Et c'est comme ça que, alors c'était pas à 15 ans, c'est plus à 16-17 où Mhm. je commence à faire des régimes, on connaît tous du camp, donc voilà, je perds 5 kilos et tout le monde me félicite pour ça, que ça soit les amis, la famille, tu te dis: «Bah, c'est vachement bien de perdre du poids, en fait». Ouais. Et là, évidemment, tu plonges, la tête la première dans l'anorexie et ça a duré, 4 ans, du coup. Ok. Et du coup, je pense que j'ai pas fait ma crise d'adolescence, à 15 ans, mais plutôt à 18-19, 20 ans. Ok. Avec un peu de retard, du coup. Avec un peu de retard. Et paradoxalement, enfin, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, mais je pense que j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans. Ok. Ça annonce la couleur. Voilà. C'est intéressant. Mais comment tu le vis cette période où justement, bah, tu perds du poids, donc les gens te félicitent et du coup, petit à petit, tu vas vers l'anorexie. Comment toi, tu le vis au début? Bah, au début, c'est un peu, comment dirais-je? J'allais dire le rêve éveillé, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais tu sais, tu as connu tout le collège à être, repoussé, un peu méprisé et tout d'un coup, tu arrives en terminale, tu as perdu du poids, tu t'habilles mieux et là, tu commences à plaire, Mm. heu et puis en terminale, c'est pas le même mood qu'en troisième e où en troisième e les bons à l'école, on les évite. En terminale, ceux qui réussissent, bah, c'est ceux qui vont avoir le bac, en fait. Donc tu commences à te raccrocher à ceux qui sont bons Ouais. et donc tu as une, popularité qui explose alors qu'avant tu en avais jamais eu et ça te monte à la tête assez facilement. Donc je deviens, je pense, un peu arrogante, un peu, je me la pète, quoi. Vraiment, je me la pète. Je suis la reine du monde, genre, 18 de moyenne,
je commence à être, à l'aise dans mes baskets, alors qu'en fait, je le suis pas du tout, hein. J'ai une illusion d'être à l'aise dans mes baskets, d'être bien dans ma vie, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel et puis ça commence à se sentir, dans mes relations, avec ma famille surtout, hein. Là où j'étais très fusionnelle, par exemple avec ma maman, à l'enfance, l'adolescence, Mhm. cette période, ça devient compliqué. Ils comprennent pas ce qui se passe, pourquoi elle veut plus manger, tu manges pas, donc tu es irritable, au possible, donc dès que tu peux lancer des pics, ça devient un jeu là de lancer les pics et puis bon, tu regrettes juste après, mais en fait, tu as ce truc à l'intérieur de toi qui est ah! Tu as envie de piquer les gens, tu as envie d'être parfaite partout, donc tu as jamais le droit à l'erreur, donc tu deviens très critique envers toi-même, mais également envers les autres. Et donc ouais, je deviens vraiment vraiment relou. Ok, ça marche. Ça me fait penser un peu, je sais pas si tu te rappelles du film Lolita malgré moi. Je sais pas si je l'ai vu en vrai. C'est avec Lindsay Lohan. Mmh. En gros, elle arrive dans un lycée où t'as les meufs les plus populaires du lycée. Ouais. Elle la voit, elles ont l'air de l'apprécier en apparence. Allez, viens avec nous, mais si tu viens avec nous, il y a certaines règles Oh à waouh. suivre. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf qu'elle, elle est un peu plus en mode réfléchi, donc un petit peu rebelle du coup. Non, non. Et puis bah là, t'as une sorte de guerre entre guillemets qui commence. Et du coup, à un moment donné, elle aussi, forcément, elle se révolte, on va dire, un peu contre sa famille, contre ses proches et tout, parce que forcément, à un moment donné, ils la reconnaissent plus. Et bon, après, tu connais, comme tous les happy end dans les films, tout rentre dans l'ordre, Oui. etc., avec une belle morale, une belle leçon, vraiment. Merci Hollywood. Et en gros, ça me fait aussi penser à, je crois que c'est vice-versa, le 2. Mmh. Le 2, je sais pas si tu l'as vu. Bah, il y a ce côté où elle est beaucoup plus populaire. Je ne spoil pas, mais en gros, quoi qu'un petit peu, elle est un petit peu plus populaire, donc forcément, ça lui monte un peu à la tête. Ses amis de toujours, elle aime un peu sur le carreau et tout. Et bah, une grosse tempête émotionnelle, comme on dit maintenant. C'est ça. Et après, bon, voilà, il y a toujours un happy end, forcément, il faut. Et comment justement, comment est-ce que justement, toi, à ce moment-là, par rapport à ta famille, tu te positionnes, est-ce que tu fais un pas vers eux, est-ce que tu vas t'excuser éventuellement suite après une prise de tête, ou tu t'enfermes de plus en plus dans ce mood-là? Alors, sur les premières années, je m'enfonce vraiment clairement dans ce truc de, je parle pas et je continue mon truc. En plus de ça, c'était quand c'était, entre 2012 et 2016, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. Je savais même pas que j'étais anorexique, et en plus de ça, dans ma famille, on parlait pas trop quoi, des sentiments. On est très proches, très soudés, aucun souci, mais l'expression des sentiments, c'est pas ça quoi. Mhm. Nos parents, j'ai l'impression que c'est une génération qui a pas appris à trop exprimer ses ses sentiments et ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec, ce qu'on leur avait donné aussi, hein, donc je reproche rien du tout à mes parents. Après, je parlais un peu plus avec mon père qu'avec ma mère qui était plus stricte, je dirais, et qui exprimait vraiment pour le coup pas grand-chose. Et j'ai essayé d'ouvrir la porte à certains moments, mais j'avais pas forcément de retour ou peut-être simplement, elle était pas prête, heu, donc ça a continué comme ça et l'écart entre nous s'est creusé petit à petit Mhm. et je me souviendrai toujours, le déclic, ça a été, un repas de famille, je sais plus si c'était un anniversaire ou Noël, mais je mangeais rien, vraiment, je refusais, toute forme de nourriture, autre que de la salade, hein, clairement. Et en fait, c'est mon frère qui a pété un câble et qui a tapé du poing sur la table et qui a dit que, en gros, il m'a dit, «Mais tu fais chier maintenant, il va falloir manger, parce que c'est plus possible». Bon, il l'a dit plus violemment que ça. Je me doute. Et en fait, je suis partie dans ma chambre, pleurer et je pense que ça a été le début vraiment de, «Faut que ça change. Ok. C'est plus possible, les relations, ça va plus», avec mon copain de l'époque, ça commençait vraiment à nous peser tous les 2, hein, même s'il était très, il m'a beaucoup aidé, il était dans le soutien mais juste, ça aurait continué, j'aurais fini par le perdre. Bon, au final, on s'est séparés, pour d'autres raisons, mais je me suis vraiment dit à un moment donné: «Là, c'est bon, on va aller chez le psy parce que, il faut que tu t'en sortes». Ok. Bah, c'est bien déjà de le reconnaître et de se dire, bon, j'ai besoin d'aide. Ouais.
Du coup, bah, tu vois un psychologue ou un psychiatre? Alors, on m'a recommandé les. Il faut savoir qu'il y a des consultations, alors je vais dire gratuites, prises en charge par la Sécu, à l'hôpital Bichat pour tout ce qui est addictologie. Parce que ça aussi, ça a été une nouveauté dans les années 2010, c'est que la science a tranché sur le fait que l'anorexie, c'était pas une phobie, mais une addiction. Mhm. Et en fait, la prise en charge thérapeutique est pas la même pour les phobies que pour les addictions. Ok. Et du coup, on m'a conseillé d'aller voir un psychiatre, du coup, qui donnait des consultations prises en charge à l'hôpital Bichat. Et enfin, je connais très bien l'hôpital Bichat parce que j'ai fait médecine, donc j'ai fait mon année de médecine à la fac de Bichat. Et j'arrive au service addictologie. Et c'est vrai que tu te retrouves dans la salle d'attente avec des personnes qui ont des addictologies type drogue, alcool, tabac, etc. Et toi, t'es là, t'attends. Et tu dis, bah, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, tu rencontres C'était une psychiatre, et c'était une psychiatre, mais incroyable. J'ai vu plusieurs psychologues ou psychiatres dans ma vie. Enfin, non, psychiatre, une seule. Euh, Pas toujours efficace sur moi, mais elle a vraiment été incroyable. C'était une psychiatre qui faisait de la thérapie brève, de la thérapie Ok. comportementale. 5 séances, c'est bon, c'était terminé. Ok. Oh, Mais je pense que ça a été efficace parce que je suis arrivée en me disant je veux m'en sortir. ouais, t'avais la volonté. Ouais, on m'a pas forcé à venir. J'étais là de mon plein gré et j'avais envie. C'est quelqu'un que je suppose, hein, je l'ai pas vécu, mais quelqu'un que t'emmènes un peu de force pour l'aider et le mettre devant un psychiatre, mais la personne n'a pas envie, ça sera probablement un peu plus long que moi, C'est sûr. je pense. C'est sûr, c'est sûr et certain. C'est comme la perte de poids. Si la personne n'a pas envie, voilà. Tu connais. Tu sais, tu Oh oui. sais très bien. Oh oui. Ok. Donc là, t'as un déclic. Du coup, on est dans la vingtaine, début de vingtaine. Ouais, début de vingtaine. Ok. Toujours dans les études. Toujours dans les études, bah, j'avais réussi mon année de médecine, enfin, j'ai eu le concours, mais sauf que en fait, l'année de médecine m'a dégoûtée, c'était l'enfer. Ok. Et je me suis dit: «Non, je veux pas faire ça». De toute façon, c'est simple, en sortant du bac, je savais pas quoi faire. Les profs me disaient: «Tu peux tout faire». Je fais: «Ouais, mais je sais pas». Bienvenue en France. Voilà, l'orientation. Bah, de toute façon, c'était quand tu es bonne à l'école, c'est soit tu fais classe préparatoire et école d'ingé, C'est ça. tu fais médecine. J'étais dans une école un peu élitiste. Wesh. J'ai l'impression que. Et du coup, après mon année de médecine, je me suis dit: «Bah, moi, j'aime la biologie, donc je pars à la fac». Et donc je fais une licence de biologie générale, et derrière, je rentre en master de physio spécialisé en nutrition. Donc je pense que j'ai fait ce choix aussi parce que j'ai vécu l'anorexie, que la nutrition m'a passionnée malgré ce côté un peu sombre de l'histoire. Mais en vrai, si je regarde, l'anorexie, elle m'a apporté quand même quelques points positifs. C'est pour ça que si c'était à refaire, même si ça a été douloureux, je pense que je le revivrais. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ça m'a apporté toutes ces connaissances nutritionnelles. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens en vrai qui connaissent les calories à ce point, de beaucoup d'aliments, ce qui est assez pratique aujourd'hui dans mon métier. Ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi le fait derrière de pouvoir dialoguer avec ma maman. Comme ça, je boucle un peu pour pas que les gens pensent que ma maman est horrible, hein. Je pense que c'est dur pour une maman de voir sa fille anorexique, mais ça nous a ouvert quand même beaucoup de discussions. Et je pense que tu apprends vraiment à communiquer avec tes proches quand ça va pas. Parce qu'en fait, communiquer quand ça va, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais communiquer quand ça va pas, c'est dur. C'est Ouais. très inconfortable. Donc, il y a ça. Et est-ce que j'ai un dernier point? Non, je pense que c'est les deux principaux. Ah si, bah, un mental d'acier. Vraiment un mental d'acier. C'est important. Ouais. Mais enfin, on y reviendra un peu plus tard. En vrai, l'anorexie, ça a été la porte ouverte à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, On y reviendra. on y revient. On y avance au fur et à mesure. Ok, donc là, nutrition. Et il y a un moment charnière, on va dire à peu près dans cette zone-là, dans cette période-là, où petit à petit, enfin non, comment on appelle ça? Tu donnes des cours. Tu donnes des cours à une jeune fille, je crois, de mémoire. Ouais.
et elle avait des soucis de poids. Mmh. Et bah, tu dis bah, que tu peux t'aider, tu l'aides, ça fonctionne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, effectivement, quand j'ai cette, petite fille, qui était en état d'obésité, qui avait 12 ans, hem, je me dis, «Waouh, en fait, c'est ça que je veux faire comme métier». Je veux aider les gens, pas forcément à perdre du poids, mais en tout cas à se sentir mieux dans leur corps et hem, alors c'est vrai que je vais me spécialiser dans la perte de poids dans un premier temps, mais c'est parce que j'ai l'impression de me sentir proche de ces personnes-là, alors que j'ai pas du tout vécu le surpoids ou l'obésité, mais je trouvais qu'il y avait un point commun entre, ce que j'ai vécu avec l'anorexie et le mal-être que pouvait sentir cette, petite fille. C'est que en fait, juste, tu pas ton corps. À l'instant T, tu pas ton corps et tu voudrais, que ça change et en fait, tu te sens pas bien et du coup, je me suis vraiment sentie, proche de cette problématique-là et c'est effectivement comme ça que j'ai commencé à, accompagner des personnes sur le plan nutritionnel et je me suis dit: «Tiens, ça serait cool peut-être de leur faire du sport, à côté de ça» et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au fait de devenir éventuellement coach sportif. Intéressant. Intéressant. Et bah, du coup, tu te lances dans cette démarche où tu passes ton diplôme de coach. Enfin, tu te fais accompagner aussi. Et tu commences par le CrossFit, je crois. Oui, j'ai commencé par le CrossFit en 2016. Donc, t'es allé chez les fous. Je suis allée chez les poux. J'ai tenu 4 ans quand même. C'est fort. Non, les crossfitters, non, je rigole, hein, j'en ai fait aussi pendant 1 an. J'aime beaucoup. Bon, même si des fois ils abusent, mais j'aime beaucoup. Vraiment. Et le fonctionnel, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le fonctionnel me correspond mieux que la muscu pure. La muscu pure, j'en ai bouffé pendant X temps, c'est bon, ça m'a saoulé là. Là, le fonctionnel me parle plus. Après, voilà, tu connais des fois, il y a des cycles, on va, on part, on revient. Mais effectivement, donc le CrossFit, j'ai vu pas mal aussi en clean and jerk, Oui. très peu d'arrachés. Très peu d'arrachés, c'est vrai. J'ai une vidéo d'arraché quand même, faut Ouais, savoir très ça. peu d'arrachés. Les tractions, objectif des 10, ça a été atteint ou pas? Oui. Bravo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus sur Insta Non, je les ai pas filmés. à ce niveau-là. Il n'y a qu'une vidéo, je crois, après, tu fais ta rééducation de l'épaule. Oui, c'est vrai qu'en pleine année, même au début de l'année du BPGEPS, je sais pas, un matin, j'ouvre mon sac, de sport, une douleur dans l'épaule, un enfer, que bras en écharpe en attendant l'IRM et l'IRM est, cinglant. J'ai une fracture de fatigue, à la tête de l'humérus, qui s'est gorgée d'eau, j'ai un œdème, j'ai, une tendinose à l'infraépineux, bref 6 mois d'écharpe. Mm. La nuit BPGEPS quoi, pour passer l'arraché, l'épaulé, j'ai retiré la attelle, genre 3 semaines avant. Ah Merci le CrossFit là pour le coup. ouais, t'avais des bases. Vous avez des bases. Franchement, ça aide. Ok, donc là, tu obtiens ton diplôme de coach. Mmh. Tout se passe bien. Tu te lances tout de suite à ton compte ou tu attends un peu? Alors, fait intéressant, c'est que j'obtiens mon diplôme de coach fin 2019. Donc en fait, très vite, on va tomber dans une période On est confiné. et dire que ça fait 6 ans. Oui, on est confinés et en vrai, je me dis: «Bah, en vrai, cool, on est à la maison, vas-y, je vais créer du contenu, sur Instagram et je vais essayer de ouais, de développer mon business». On savait pas pendant combien de temps ça allait durer, donc je me suis pas dit: «Ah putain, pendant 2 mois, on va être enfermés, je vais jamais réussir à lancer ma boîte», donc en fait, je prends vraiment le truc un peu au jour le jour, pendant le confinement. Ouais, tu capitalises dessus, en fait. Oui, c'est ça. Comme quoi, il y a pas que des gens qui perdent au confinement. Il y a des gens qui gagnent aussi. C'est vrai. Et, mais justement, toi, enfin, en dehors de cette partie-là, business, comment toi, tu le vis personnellement, le confinement? Alors, je pense que j'avais vraiment beaucoup de chance, étant donné que, j'ai pu emménager, dans un appartement qui était dans un immeuble, qui appartenait à ma grand-mère Mhm. et du coup, l'appartement était vaste pour 2. Donc j'ai pas vécu ce truc d'enfermement. Donc en réalité et je trouve ça pas cool pour d'autres personnes qui l'ont très mal vécu, mais moi, j'ai vraiment bien vécu le confinement, pour le coup.
Mes proches me manquaient un peu, mais on s'appelait tout le temps, on faisait des apéros visio comme beaucoup de gens. C'était chiant au bout d'un moment les apéros visio. On l'a fait 2 fois, puis après on a arrêté, hein. On est d'accord. De ouf. De ouf. Ça, j'ai bien, en plus pendant le confinement, ben, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais au moment de l'anorexie, je buvais beaucoup, Ok. paradoxalement ou pas, paradoxalement, je sais pas. Mais ouais, je buvais quand même pas mal d'alcool. Et en fait, je buvais moins une fois sortie de l'anorexie, mais je buvais encore de manière occasionnelle, comme les gens disent. Et en fait, pendant le confinement, j'ai quasiment pas bu. Et ça m'a fait un bien fou. Et je crois que depuis, j'ai jamais rebu comme avant. Euh, D'ailleurs, j'ai arrêté l'alcool depuis 1 an, pas une goutte. Oh, Ouais. Et c'est cool, j'avoue. La vie sans alcool est vraiment très agréable. c'est clair que le champomis, c'est mieux. Clairement. Ok, ça marche pas. Ça va. Parce que effectivement, moi personnellement, je l'ai bien vécu le confinement aussi. Ouais. J'habitais à côté du stade, donc tous les jours j'étais au stade Ah oui. avec la fameuse autorisation. Donc franchement, c'était mortel. C'était mortel. J'avoue, je sais pas si je peux le dire, mais le premier mois, je suis pas allée à la salle. Mais le deuxième mois, j'ai dit écoutez, je vais à la salle, c'est pour raison professionnelle. J'allais m'entraîner 5 fois par semaine le deuxième mois du confinement. Bon, à un moment donné, quand tu vois que ça a l'air bon, tac, 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 T'as il y les a clés. des... Voilà. T'as vu comment ça fonctionne, c'est bon. Après, tu peux te balader entre les mailles du filet. Donc, franchement, c'était cool. Ok. Sortie de confinement, on avance tranquillement. T'es dans quelle zone d'âge, à peu près? T'es pas obligé de le dire. J'y suis, bah, je peux dire aujourd'hui que j'ai 31 ans. Du coup, j'avais 25, 24, 25 ans en sortant du confinement. Euh, je suis en train de m'interroger sur quel type de coaching je veux apporter aux personnes. Et de par mon histoire et de par les témoignages de mes clients et clientes, je vois bien qu'il y a un aspect très mental à la perte de poids ou même à la prise de poids, même si je suis à fond dans la perte de poids quand même à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que ce serait pas la casquette qui te manque, Marie? T'as la nutrition, t'as le sport. Est-ce que on ferait pas une formation autour de la psychologie, en tout cas la psychologie de la perte de poids? Mhm. Et donc je me mets à chercher une formation en psychologie. Et je trouve que des diplômes universitaires, et vraiment, j'ai pas le temps de retourner sur les bancs de la fac, tout ça, machin. Donc je cherche une formation que je pourrais faire à distance, vu que le confinement a eu quand même l'avantage de développer le distanciel. Ouais. Euh, et je trouve rien au début. Je contacte des coachs, quand je dis coach, là, c'est plutôt coach mental, avec qui j'aimerais me former, mais en fait, il n'y a rien d'officiel, c'est pas des formations ouais, certifiantes. Et je tombe sur une pub pour une école de préparation mentale. Et je regarde un peu le pitch, tout ça, machin. Et je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est sur 2 ans et demi. C'est le week-end. C'est pour moi. Et du coup, je demande un petit coup de main à mes parents pour m'aider à financer la formation. Et je me lance ouais, en 2021 pour 2 ans, 2 ans et demi. Ça a même duré 3 ans. Il y a eu des bonus qui n'étaient pas prévus. Et je prends un module supplémentaire sur l'accompagnement des addictions. Ok. Et parmi les addictions, bah, tu as la nourriture, donc ça m'allait bien. Mais du coup, j'ai vu aussi les comportements addictifs type achat compulsif, alcool, tabac, heu, porno en vrai aussi. Mmh. Et donc bah, en vrai, ça m'a beaucoup apporté à titre professionnel cette formation. Ça m'a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté à titre personnel. Ça, c'est intéressant. À quel niveau? À quel niveau? Je pense dans la communication avec les autres, la remise en question. J'étais du genre, très à remettre, la faute sur les autres, à dégoupiller assez rapidement. J'étais assez colérique, plus jeune, Impulsive. impulsive, ouais. Autant j'étais très calme avant mes 15 ans, mais après ça et suite à l'anorexie, c'était un peu l'enfer. La colère, elle était tout le temps présente. Tu vois? Les émotions,
Pour moi, elles étaient toutes au rez-de-chaussée, Ouais. sauf la colère qui était tout le temps au 3e. Ok. Et tu sais, t'exploses quand t'es au 6e étage. Et du coup, les autres émotions, moi, elles avaient du mal à monter jusqu'au 6e. Mais alors, la colère, très vite, c'est qu'au Ouais. 6e. Et je pouvais exploser. Enfin, j'ai des amis qui vont peut-être voir la vidéo et qui vont rigoler quand je vais raconter ça. Mais j'ai explosé un téléphone contre un mur. J'ai explosé des bouteilles contre des tables. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, je tapais contre les murs. Je me brûlais les mains contre les murs par frottement. Je me mordais les mains pour me calmer, en fait, parce Ok. que j'arrivais pas à gérer les émotions. Et je pense que la formation en préparation mentale m'a beaucoup aidé là-dessus. Ok. À voir les choses différemment, à voir les bénéfices dans les situations les plus Difficile. compliquées, ouais, les plus difficiles. C'est pour ça que je suis capable aujourd'hui de te dire, si c'était à refaire l'anorexie, je la revivrais parce qu'en fait, sans cette baffe, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui aussi. Mm. Donc ça m'a beaucoup aidé à communiquer, gérer les émotions et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Incroyable. Ah bon, bravo, chapeau. Parce que faut du courage déjà pour le reconnaître. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mettre son propre miroir face à soi-même, Bah, c'est compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Mais bah, c'est pour ça aussi que sûrement que la formation est à parler. Peut-être que intérieurement surtout inconsciemment, il y a un truc qui a fait que j'ai switché, t'as switché et bah, t'es parti dedans. c'est ça. Ok. Non, incroyable. Non, vraiment très bien. Et du coup, ça t'aide dans ton avancée par rapport à ton accompagnement auprès des personnes de tes clients, des personnes que tu accompagnes. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, quand tu accompagnes les gens, qu'il y ait une histoire qui te touche plus que d'autres et potentiellement, du coup, tu t'investisses plus émotionnellement que professionnellement, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? Je réfléchis. Oh, c'est une bonne question. Hem, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages clients où quand tu écoutes, tu te dis, «J'ai pas vécu la même chose, mais ce que tu es en train de décrire là comme ressenti, je vois très bien de quoi tu parles». Mm. J'ai vécu la même chose sous une autre forme peut-être, mais là, ouais, je le vois très bien. Et d'ailleurs, quand ça t'arrive en préparation mentale, hem, quand tu es en train de te dire ça, tu es plus dans le coaching. Heu et du coup, faut le dire au client. Faut lui métacommuniquer, on dit. C'est Ok. qu'en fait, tu es en train de communiquer sur ce qui est en train de se passer. C'est que: «OK, là, ce que tu me dis, ça me touche personnellement et je sens que je sors du coaching et je suis plus en lien avec toi, quoi. Je suis plus là en soutien, je suis plus en empathie, je suis en sympathie, je suis en train de pleurer avec toi» et ça, c'est pas bon. Donc il faut. Ça serait bien que pendant le coaching, d'arriver à le dire. Déjà de le dire, ça te fait redescendre Ouais. et tu de reprendre le fil. Et après toi, tu te fais coacher en dehors du coaching OK, qu'est-ce qui t'a rendu émotionnel, là-dessus? Mais si tu veux un exemple concret qui, à chaque fois, effectivement, me touche, c'est quand j'ai des femmes qui me parlent, d'attouchement ou d'agression, sexuelle. Ayant moi-même, subi ce genre de saloperie, forcément ça me touche, mais pas en mode, «Ah putain, ça me rappelle ça», c'est lourd, c'est plus: «Ah la colère elle remonte», tu vois? C'est: «Ah putain, c'est pas possible, toutes les femmes ont subi ça ou ou c'est comment?» Et ouais, c'est peut-être les témoignages où je me sens le plus émotionnelle. Ok. Du coup, il peut y avoir un lien entre ça et la nourriture? Non, parce que c'est arrivé, après. Je suis sortie de l'anorexie en 2016, si on doit donner des dates, et les agressions, c'était en 2017, Ok. 1 an après. D'accord. Ça va aujourd'hui, puis t'es un peu avec ça. Oui, mais en vrai, T'entends. tout comme l'anorexie, hem, c et je sais que potentiellement des personnes vont pas comprendre, mais après tout, c'est mon histoire, donc je la raconte comme j'ai envie. Hem, mais aujourd'hui, je vois que s'il m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé, beh, pareil, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais peut-être pas la force que j'ai aujourd'hui ou peut-être une force différente. Ouais, Et alors j c'est difficile de dire si c'était à refaire, je le referais parce que évidemment, comme tu t'en doutes, c'est pas le moment le plus agréable, de ma vie, c'est clair. mais je sais ce que ça m'a apporté. Je suis capable de le reconnaître aujourd'hui et alors je dis pas que voilà, je voudrais le revivre, mais ça fait partie de mon histoire
Et je me suis construite comme ça. Et ça m'a apporté des choses. Ça m'a apporté des choses. Ok, bah, écoute. Wow. Non, mais tu sais, j'ai envie de te dire, tu sais, on croit tous en des choses et je pense que c'est important de croire en des choses, que ce soit la religion ou autre, chacun son truc. Mais on me dit souvent, mais tu crois vraiment que ça t'a aidé de vivre ça? Euh, oui, alors je le crois, mais l'important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux que ça m'a aidé. L'important, c'est de savoir, est-ce que ça m'est utile? Et est-ce que ça m'est utile pour avancer? Ben oui, bien plus que de me dire: «Ah, ça m'a détruit la vie». Et c'est pas une critique envers les personnes qui ont du mal à s'en remettre, hein. Je suis en empathie, mais 1000 avec les personnes qui ont subi ça aussi et qui ont du mal à s'en remettre. Mais je préfère croire que ça m'a apporté que l'inverse, sinon je sombre. Ok. Non, c'est fort. Tu vois, tu as parlé du mental au début. Une preuve encore que sacré mental. Hein. Ouais. Bon, Ça a y contribué aussi, je pense, l'anorexie et cette histoire-là, ça contribue à te forger le mental. ouais. Non, franchement, incroyable. Ça marche. Bah écoute, là, on continue à avancer dans le temps. Ouais. Donc, full coaching. Tu deviens aussi formatrice. Oui. À quel moment tu te dis, bon, là, j'ai envie de transmettre au futur coach? Et bah, tu vas rire, mais en fait, dès le début, Ok. à la base, je pense que si je m'étais vraiment écoutée, au lycée, moi, je voulais devenir, prof d'SVT, puisque j'adorais la bio, mais j'aimais pas du tout la géologie, donc ça n'aurait pas marché. Mais j'aimais bien être prof, la prof, j'ai donné des cours à des à des gamins, en soutien scolaire, heu et du coup, quand je passe mon BPGEPS, la directrice de l'école, où je l'ai passé, coucou Béné d'ailleurs, me propose de devenir formatrice en physio, en BP parce que, bah, c'est elle qui s'en occupait et elle avait besoin de délégués. Et du coup, bah, en fait, l'année même où j'ai passé mon BP, je deviens formatrice. Alors je donne quelques heures par-ci par-là pour la dépanner au départ. Mhm. Et puis en fait, je me rends compte que, c'est le kiff. Moi, quand je vais donner cours, j'ai pas l'impression d'aller bosser. Alors si, parce qu'il faut se lever tôt et c'est chiant. Mais mais non, j'ai pas l'impression d'aller bosser quand je vais donner cours. Ok. Et beh, au début, j'ai du mal à trouver des heures, pour en faire mon activité principale, mais bon, j'ai commencé quand? Du coup, en 2020, ça fait 6 ans. Au bout d'un moment, tu fais un peu ton trou dans le milieu et en fait, tu connais un responsable pédagogique qui te fait rentrer dans une autre école, puis après dans une autre école, puis après il y a du bouche à oreille et en fait, j'arrive à trouver pas mal d'heures dans différentes écoles et à un moment donné, je travaillais dans 6 écoles, différentes, BP, GEPS et CQP, confondus. Mhm. Et en fait, oui, c'est là que je me suis rendu compte, OK, j'aime beaucoup le coaching, je veux garder un pied dans le coaching, mais je veux clairement pas que ce soit mon activité principale. Je veux faire de la formation. Ok. Ok, pas mal. Du coup, tu as atterri aussi à Surface Academy. Et oui, et j'ai loupé ta promo. Ouais, C'est on s'est loupé d'un an, je crois. L'année où tu le fais pas, bah, c'est là où moi je le fais. Oui, On a eu une autre Marie Bellego, oui, tout à fait. mais effectivement, on s'est loupé. Mais je tiens quand même à remercier Ali, parce que c'est Ali qui republie un de tes contenus sur Insta. Ah, Je me dis, mais il est archi quali son contenu, donc je vais regarder ton Insta. Je dis, ah ouais. Je dis, mais c'est super intéressant ce que tu proposes. Et il y avait d'autres élèves, du coup, bah, qui te suivaient aussi. Après, j'ai décidé de te suivre comme ça au fur et à mesure. Et puis, bah, après, il y a la partie, bon, je fais un gros bond dans le temps, on va revenir. Et puis, tu as la partie, du coup, mentorat, où là, bah, après, par la suite, je t'ai contacté, etc. Mais bon, on y reviendra. on y reviendra. Voilà. Et du coup, ok, donc tu décides de partir full formation, donc full dans la transmission. Donc, bah, tu tournes forcément vers les autres. Et ce que je voulais dire, à travers la formation et la transmission, est-ce que c'est pas un côté de toi qui voulait redonner un peu de baume au cœur à la petite Marie, l'intello? C'est bien possible. C'est bien possible. En plus, je pense la marier un télo à l'école, enfin, faudrait pas que ça fasse, trop imbu, mais vraiment, c'était le domaine de vie où je me donnais à fond l'école. Mhm. Tu vois, j'étais nulle en sport. J'étais vraiment nulle en sport, alors que j'avais des copines qui étaient incroyables. J'ai fait 3 ans de hand et j'étais dans le club parce que j'étais pote avec elles.
C'était très bonne et moi j'étais nulle. Vraiment, j'étais nulle à chier. Mais j'étais nulle dans plein de domaines, mais vraiment l'école, c'était vraiment mon truc, c'était mon domaine et je trouvais que parfois et c'est là que je dis ça fait un peu un but, je trouvais que les profs expliquaient très mal certains concepts que moi je rebossais à la maison dans les bouquins, que j'allais acheter avec mon père, ou quand, voilà j'ai eu un ordi portable, au lycée donc je pianotais, en ligne pour avoir, on n'avait pas de ChatGPT à l'époque, hein, ça m'aurait vachement aidé. Ouais. Mais donc sur Google, je trouvais des explications d'exercices, de maths, tout ça machin et je me disais: «Mais en fait, le cours, il est super simple, pourquoi il nous explique pas comme ça à l'école?» Et j'ai gardé un peu cette frustration, que ça soit du collège, du lycée ou même de la fac, «Mais en fait, pourquoi vous savez pas nous expliquer les choses simplement?» Et je pense qu'effectivement, devenir formatrice, c'était un peu une revanche sur, tu eu alors j'ai eu des profs extraordinaires, mais pas tous. Et donc il y avait cette revanche de certaines matières que moi j'aimais beaucoup, mais il y a certaines années où j'ai eu des profs, mais vraiment sûrement très bons techniquement, mais alors dans la pédagogie, à chier. Vraiment, vous êtes des mathématiciens, vous êtes pas des profs de maths. Ouais, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. Après, moi, j'ai eu un prof qui était très bon prof de maths, qui avait réussi à nous expliquer le théorème de Pythagore et de Thalès. Fallait le faire. Et si on comprenait pas, on recevait une chaussure dans la tête. Oh Je waouh! t'assure que ça a été très efficace. Parce qu'au brevet, je te dis pas comment on a cartonné. Oh waouh! Mais, faut être prêt à recevoir une chaussure dans la tête. Ouais, sacrée anecdote. Ouais, non mais Sacrée anecdote. Et après, mon petit frère l'a eu aussi, mais il s'était calmé. Il avait plus la même énergie ouais. que quand c'était avec nous. Mais ouais, mais il était bon. En fait, ce qui était fort avec lui, c'est qu'il avait un côté très paternel. Donc, on s'attachait très vite à lui, en fait. Oui. Et il captait. En fait, il nous comprenait. Mmh. C'était très fort de sa part. Mais bon, il y avait quand même la limite où t'es pas content, tu reçois une chaussure dans la tête. Voilà. Et il visait bien. Hazard, Oh, pour le coup, il loupait très rarement sa cible. Donc, bon. j'ai eu des profs alors, j'en ai jamais reçu, mais dans la classe, j'ai vu des clés, des craies voler quand les on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr. Ah, le téléphone, il est sorti. Il y a la police, il y a les parents, il y a tout le monde. Enfin, aujourd'hui, il en faut peu pour être dans une sauce aujourd'hui. Vraiment, pour le coup. Ok, ça marche. Et du coup, bah, de ce que moi j'ai vu, notamment sur les contenus et tout, et même les retours que te font les élèves, ils apprécient du coup énormément tes cours. Comment toi tu le, comment toi tu le vis? Beh, alors ça aussi, c'est quelque chose que je retiens de mon école de préparation mentale. C'est que si tu veux te débarrasser de la peur de la critique, il faut aussi que tu te détaches de la valorisation. Parce que plus tu es attaché à la valorisation et plus tu es sensible à la critique. Et du coup, à chaque fois que j'ai un étudiant qui me dit Marie, j'adore tes cours, ça m'a trop apporté, enfin qui me sauce, hein, clairement, euh, de manière, comment dirais-je, c'est pas faire le faillot, tu vois? Je sens que c'est sincère. Alors évidemment, je sais apprécier le compliment, mais à chaque fois que quelqu'un me dit ça, j'essaye de me dire: «OK, c'est cool, m mais comment tu pourrais faire mieux encore?» ou «OK, c'est bien ce que tu as fait, mais où est-ce qu'aussi tu t'es chié un peu peut-être pendant sa formation?» Pour pas que ça me monte à la tête. Parce qu'au départ, c'est vrai que les premières années, quand les élèves me disaient ça, mais moi j'étais: «Wouhou, mais je suis la reine du monde, les gars! Vous allez voir et tous les autres profs, c'est de la merde ce qu'ils font». Redescends sur terre, Marie, redescends sur terre. Donc aujourd'hui, quand j'ai un élève qui me dit ça, je suis vraiment contente pour lui, qu'il soit content de sa formation, qu'il ait appris des choses. Mais j'essaie effectivement de faire ce travail de rééquilibrage de: «Attention Marie, c'est bien, mais tranquille». Ok, bah, c'est bien, c'est important. Il faut l'équilibre, Ouais, la c'est ça. balance. Ça marche. Là, on fait un bond dans le temps. Ouais. Donc là, on se rapproche des 30. Si je te dis, à travers toi, enfin, je ne t'attendais pas, mais à travers toi, j'ai trouvé ce que je cherchais. Mmh. C'est une phrase qui me dit quelque chose. À quoi ça te fait écho? Dans ma vie pro ou ma vie perso? Parce que ma vie perso, j'ai plein d'idées, mais Je te laisse aller là où tu vas aller. hem, dans ma vie perso, je ne peux que penser à mon couple actuel. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé, et de me mettre avec cette personne-là. Mhm.
Donc c'est à ça que je pense. Hem, Si je l'étends à d'autres domaines de vie, j'ai des amis avec qui ça m'a fait ça ou des gens que je connaissais, un peu de loin, mais que j'imaginais pas devenir des amis, proches. Quand aujourd'hui sont vraiment, mon cercle le plus proche, mon noyau dur, bah, c'est ces personnes-là et je me dis, «Waouh, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît Mhm. et je m'attendais pas à ça» et je trouve ça vraiment énorme. C'est beau. Tu sais, c'est quoi la moyenne généralement des amitiés? De En durée termes d'années, ouais, heu, en termes d'années. ou en termes d'années, de vraie amitié ou les Ouais, de vraie amitié. La vraies moyenne, amitiés? Je sais pas. 7 ans. 7 ans? Une Ouais, vraie amitié? 7 ans. Si vous dépassez les 7 ans, c'est que vraiment Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. vous êtes vraiment le sang, Aussi le le S, le sang. Alors ça va faire beaucoup rire, ma copine actuelle puisqu'on était, potes, 8 ans avant de se mettre ensemble. Là-bas. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle. Voilà, on regardera la vidéo, ça la fera rire. Ça marche. Donc là, on s'approche de la trentaine. On est dedans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? À la trentaine, ouf, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, c'est un petit peu avant la trentaine, je vais dire, 28-29. Mhm. Hem, j'ai coaché donc pendant 7 ans en perte de poids et ça marche bien, les gens sont contents, le business, tourne mais tu sais, je sens ce truc de, tu sais, tu pas à ta place Mhm. et ça, on me l'avait beaucoup dit, enfin, je l'ai beaucoup entendu chez des clientes que j'accompagnais en coaching mental de, «Je me sens pas à ma place». Et je comprenais pas ce que ça voulait dire, alors que c'était moi la coach mentale dans le bon, dans la relation, hein, mais j'avais l'impression de comprendre et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je comprenais pas du tout. Et en tout cas, au niveau pro, je commençais à sentir que ce truc de en fait, je fais ce que j'aime parce que je suis à mon compte, je suis coach, j'aide les gens, c'est génial, mais il y a un truc qui coince et j'avais vraiment peur de changer quelque chose. J'avais peur de perdre mon business ou de plus avoir de revenus, si je me décidais de: «OK, tu la perte de poids pour autre chose» et je sais plus quel a été le déclic, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup plus d'heures de formation, à être beaucoup plus au contact, des étudiants futurs coachs, très, muscu ou très crossfit, où je me suis dit: «Mais en fait, Marie, c'est ça, tu as envie de revenir dans ce que tu aimais à la base, c'est peut-être le côté plus performance, peut-être même, juste assume Marie que ce que tu aimes dans le sport, c'est le côté esthétique». Tu fait du crossfit, et j'ai adoré le crossfit, je trouvais ça vraiment fun. Mais, arrête de te mentir, Marie, tu fais ça parce que tu as envie d'être musclée, tu as envie d'être, bien foutue, et je pense que j'ai repoussé ça pendant des années suite à l'anorexie, à me dire: «Non, mais faire du sport pour l'esthétisme, Marie, du coup, c'est pas bien». Je pense que mon cerveau faisait ce raccourci-là et que du coup, je refusais d'essayer d'aller vers un sport, moi, dans ma pratique personnelle, pour l'esthétisme et je pense que quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai décidé d'arrêter le coaching en perte de poids. Enfin, en tout cas, je l'ai pas arrêté parce que j'avais toujours des clients en perte de poids, mais Réduit. ouais, et j'ai complètement changé ma communication pour partir vers plus, de la musculation, classique, aujourd'hui je dis bodybuilding, parce que du coup les gens percutent plus de, ce sur quoi je veux vraiment aller, mais c'est pas bodybuilding, compétition, souvent quand je dis bodybuilding, les gens imaginent, les mecs, dopés, hyper bodybuildés. Non, c'est vraiment l'hypertrophie quoi, la prise de masse, éventuellement faire une sèche derrière, pour le côté vraiment esthétique et je pense que le jour où j'ai vraiment assumé que OK, maintenant moi mon truc, c'est la muscu pour l'esthétisme. Ah, je pense qu'il y a un poids qui est tombé et ça a dû se sentir sur ma communication. En plus de ça, j'ai assumé, une communication, je pense, beaucoup plus masculine. Je veux dire avant, bah, tu dû voir mon Insta qui était, rose fuchsia avant, très girly, très perte de poids. C'était pas moi, hein. Je me suis trompée de communication pendant quelques années et après je suis beaucoup plus partie dans les couleurs, un peu plus sombres, jaune, un peu c'est un peu plus neutre au niveau du genre et quand je regarde mes stats, c'est très rigolo parce qu'avant j'avais peut-être, 70, 80 de followers, femmes. Aujourd'hui, je suis à 60 hommes, 40 femmes. C'est inversé.
Ça s'est complètement inversé et je me rends compte d'ailleurs auprès de mes clients, j'ai plus qu'une femme, aujourd'hui, en cliente D'accord. ou 2, ouais peut-être 2. Oui 2 pardon et pardon et tout le reste, beh, c'est parce que j'ai 15 hommes donc elles se sont un peu perdues dans dans ma liste. J'ai que des hommes aujourd'hui en coaching et en vrai, beh, je suis contente. C'est cool, vraiment je m'éclate. Tant mieux, tant mieux. Et bah, du coup, est-ce qu'un jour, tu seras amené à faire de la compète, toi? Ah! C'est un vrai sujet. Heu, je pense que c'est un truc que j'aimerais faire. Si j'avais le physique pour le faire, mais je m'inscris cet été en fait. Je Ça serait vraiment un kiff, déjà de vivre cette expérience-là Mmh. et puis bon, on va pas se mentir, une petite vitrine professionnelle avec des photos de toi sur scène, ça Ça aide, ça aide. ça aide pas mal. Ma problématique, c'est que, mauvais timing. OK. Mauvais timing dans le sens où, j'ai commencé assez tard, hein, finalement le fitness, j'ai commencé la muscu vraiment, en 2018, hem et vraiment typé body, vraiment pour un objectif éventuellement de faire une compète en 2021. Mmh. Heu et donc déjà j'ai pas le background de quelqu'un qui fait ça depuis ses, 18 ans, tu vois, par exemple et alors il y a un grand débat autour de ça. Est-ce que ça existe de se flinguer le métabolisme ou pas? Mais en fait, le fait d'avoir vécu déjà 4 ans d'anorexie, en vrai, déjà, ça a été très dur derrière de remettre un peu le corps, d'aplomb et surtout que pendant des années, j'ai essayé de faire, des sèches, tous les étés, à manger, 1000 calories, pendant des semaines, tout ça machin. Sauf que sur moi, ça marche pas. Sur moi, ça marche pas du tout au plus bas, de sèche que j'ai fait l'année dernière, je suis tombée à 58 kilogrammes, en partant de 65, et j'avais fait, comment ça s'appelle? La balance à impédance métrie qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, j'avais été chez un endocrino, j'étais à 17 de masse graisseuse, ce qui est déjà pas trop mal pour quelqu'un qui voulait pas forcément faire une compète l'année dernière. Mais même à 17, tu regardes des photos de moi, j'ai pas l'air sèche, enfin j'ai pas l'air, alors vous allez me dire 17 c'est encore un peu élevé. En vrai, quand je regarde les photos, je fais: «Ça fait pas 17 ça». Et donc je me dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas descendre plus bas, enfin je peux pas, je vais me flinguer à faire ça». Et du coup, c'est que seulement, je te dis l'année dernière, c'était il y a 2 ans maintenant et c'est seulement à partir de l'année dernière que j'ai commencé un vrai travail sur mon métabolisme avec mon coach, Pierre. Mmh. Pierre, je sais pas du tout s'il regardera cette vidéo. Au vu comment il vous suit, je pense qu'il regardera. Oui, c'est possible. Au pire, je lui enverrai juste le passage. Mais du coup, on a entrepris un vrai travail métabolique, à manger plus et en vrai, je suis partie de 65, en mars dernier. Aujourd'hui, je suis à 60 en mangeant plus. Il y a des jours, je mange 2 800 calories. Je suis là: «Mais c'est énorme pour quelqu'un de mon gabarit, une femme en plus» et tu vois, tout ce travail-là, je l'ai commencé du coup à 30 ans. Mmh. C'est possible de le faire, mais tu vois, là, j'envisage éventuellement de peut-être avoir un enfant dans les années qui viennent, donc la compatibilité avec, alors chaque fois, c'est Un peu compliqué. compliqué. Bah, disons que si je descends très bas en masse grasse, ça te fout les hormones par terre. Pour avoir un gamin, c'est mort, quoi. Donc et puis après les premières années de vie d'un gamin, tu connais. Tu dors pas. Donc donc oui, la compète, j'aimerais beaucoup, mais c'est plus ma priorité, en fait. OK. Et accompagner les athlètes, du coup, ou des Oui. personnes qui aimeraient, enfin des amateurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, étant donné que je n'ai moi-même pas fait de compétition et je suis totalement transparente avec les clients qui me demandent de le faire, maintenant je demande, de le faire en supervision avec Pierre. Donc, je le la personne va avoir 2 coachs, en fait, moi et Pierre et on travaille en collaboration pour que justement, je continue de me former, tu vois? Je fais pas genre: «Si, je vais te faire monter sur scène, podium, tout ça, machin», alors que je suis moi-même pas montée sur les planches. Je trouve ça important aujourd'hui de continuer à me faire, mentorer, par Pierre, notamment dans ce cadre de compète. Non, c'est bien. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de coachs qui prennent des mentors ou des coachs, enfin, des coachs et tu te fais aussi coacher Mmh. parce que bah, on n'a pas la science infuse, ça ne s'arrête jamais, la science évolue tout le temps, le corps humain évolue tout le temps, on en apprend tous les jours. Donc se faire accompagner, c'est très important.
Même si on est dans une époque où, ouais, non, moi, je sais tout. Et sur les réseaux notamment, c'est moi qui est la plus grosse, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, voilà. Et en fait, non. On évolue tout le temps. On a besoin d'apprendre tout le temps. Et il y a forcément quelqu'un qui est meilleur que nous dans un domaine. Donc, on se rapproche de cette personne pour être meilleur. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, franchement, le fait que toi, tu le dises, Mm. bah, merci déjà, parce que c'est important. Et ça remet un peu l'église au centre du village, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Donc, c'est très, très bien. Ok, ok, Marie. Alors, maintenant, aujourd'hui, bah, tu l'as dit, tu as 31 ans. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu te sens par rapport à tous les chamboulements que tu as expliqué qu'il y a eu? Et qu'est-ce que tu espères du coup pour la suite, éventuellement pour cette année 2026? Ouais. Et ben, tu vois, je te disais tout à l'heure que je me sentais pas à ma place. Je pense que aujourd'hui, à 31 ans, je peux enfin dire je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, que ça soit professionnellement parlant ou personnellement. Hem, Parce que ouais, quand je bosse, j'ai pas l'impression de bosser. Enfin, même avant, j'avais pas cette impression de bosser, mais il y avait toujours ce stress permanent que j'arrivais même pas à expliquer parce que j'étais pas en danger, de me retrouver à la rue, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mes baskets et là, je pense que oui, ça fait 1 an à peu près, un peu plus même, où je me sens vraiment à l'aise, dans ma profession. Je sais que voilà, aujourd'hui, le mentorat, que je propose avec les coachs, c'est ça que je veux faire. Continuer à former, dans les écoles, c'est aussi ça que je veux faire parce que voilà, j'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice, directement au sein des écoles. Ça, je me sens utile, en fait. Je me sens utile. J'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose, aux coachs. Avec mes clients, les clients, j'aime bien parce que alors faut pas mal le prendre, mais j'allais dire, j'ai l'impression c'est la récré avec mes clients parce que vraiment je m'amuse, je teste mes programmes, sur eux. Alors bien évidemment, chers clients, ne vous inquiétez pas, mais les programmes sont réfléchis, tout ça machin, mais à chaque fois que je coach un client, je me dis: «Waouh, ce que je vis avec ce client-là, c'est vraiment un cadeau, une opportunité pour mes étudiants». Mm. Parce que justement, ça me permet d'avoir de la matière et un support pour montrer à mes étudiants: «OK, comment je construis les programmes, comment je fais évoluer un programme, comment je fais évoluer, sur plusieurs mois, le programme d'une personne, que ça soit au niveau du training ou de la diète. Ouais. Comment aussi suivre une personne, comment gérer, bah, justement, les baisses de motivation, l'organisation et cetera, donc j'aime beaucoup apporter ça à mes étudiants et d'un point de vue, perso, le fait d'assumer que, bah, déjà j'étais, attirée par, les femmes, ça m'a libérée, et je me sens donc beaucoup plus à ma place aujourd'hui dans mon couple actuel que le précédent et ça a pas été simple, ma famille a pas compris au début, heu, mais voilà, le plus important pour eux, c'est que je sois heureuse et pareil, de nouveau, moment difficile, communication et aujourd'hui tout roule. Ma famille, accepte totalement ma copine et ils la connaissaient d'avant, hein, mais tout tout est en place, j'ai l'impression. C'est, Tout est aligné. tout est aligné, c'est ça. Bah, j'ai fait mon petit bilan 2025 et mes projections pour 2026, comme tu me le demandais et c'est vrai que 2025, ça a été vraiment l'année de l'alignement pour moi, que ce soit pro ou perso et maintenant 2026, on va tout défoncer. Le mot que je me suis mis pour 2026, c'est croissance. Je me dis, OK, tu posé les bases tu un socle solide grâce aux écoles qui me permet d'avoir des revenus, en continu, si je puis dire. Heu, j'ai posé les bases de mon mentorat, avec, les coachs déjà diplômés. Comme ça, je suis pas en concurrence directe avec les écoles parce que j'étais un peu inquiète par rapport à ça, mais du coup, on n'est pas du tout sur le même public. J'ai posé les bases, ça fonctionne bien, les clients de mon mentorat sont satisfaits. Donc maintenant c'est, bah, développe-le en fait Marie, tu une autoroute, fonce. Let's go. Ouais. Bah écoute, c'est très bien. Impeccable. Comment tu te sens après cet échange? Beh, écoute, je me sens, vachement bien. Ça fait du bien de résumer sa vie comme ça, c'est très agréable. Bah, c'est le but. C'est le but. Encore une fois, on voit que la trentaine a été
Mouvementé. Mouvementé, mais aussi, comment dire, révélateur. Révélateur dans le sens où la vingtaine, c'est là où on teste. C'est les recettes, les trucs qui fonctionnent pas, machin, tout ça et tout. Mais comme tu l'as dit, 28, 29, on commence à se dire, on se rapproche d'un âge, mais tout seul. Et tu dis, ouais, faut qu'il y ait un truc qui soit un peu plus intéressant pour moi, que je trouve ma place, ou que ça peut être ta place là, à l'heure actuelle, ou le lieu là où tu veux vivre, ou éventuellement ta carrière, ou voire même tes ambitions familiales. Et bah, tu l'as très, 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 très bien résumé. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, franchement, ça fait super plaisir. Du coup, j'avais une dernière chose à te demander avant qu'on lâche l'antenne. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, aux gens, du coup, qui vont regarder cette vidéo? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur laisser par rapport à cette vidéo? Hem, Ce que j'aimerais laisser, c'est et je sais que c'est dur, notamment quand on a la vingtaine, de se dire, «OK, je vais faire, ce que moi j'ai envie de faire et pas forcément écouter, les autres». Mais je sais que c'est dur à 20 ans, il y a papa, maman qui sont derrière ou si c'est pas papa, maman, c'est d'autres personnes qui vont vous dire, «Mais si, mais si, fais ça». Et je pense que quel que soit le choix que vous allez faire, il y aura des bénéfices. Il y aura des points positifs, peu importe les choix que vous allez faire. Hem, mais effectivement, ouais, quand vous allez arriver à un âge où c'est bon, vous avez les possibilités, les ressources pour choisir, choisissez vraiment ce qui vous fait kiffer, hein. On a qu'une vie, je veux dire, je pense que l'année dernière a été, une des années, à la fois les plus, enrichissantes, mais aussi les plus difficiles pour moi de quitter mon ex-mari, par exemple. Heu, mais en fait, si je l'avais pas fait, mais je pense que je serais en train de mourir à petit feu à l'intérieur sans m'en rendre compte et peut-être que j'aurais fait cette crise, à 40 avec, 3 enfants, tu vois? Ça aurait peut-être été pire, finalement et je pense que j'ai eu la force de m'écouter et d'avoir le courage de partir. Comme j'ai eu le courage de dire à mes parents après mon master, «Bah, en fait, je veux devenir coach sportif». Ils étaient pas si chauds que ça, mais je leur ai dit: «Fuck, en fait, c'est ça que je veux faire». Écoutez cette petite voix, à l'intérieur qui vous dit, «Je veux ça, en fait» et écoutez pas trop les conseils des gens. Heu, Entendez-les, prenez-les en compte, mais décidez seul. C'est beau, j'aurais pas dit mieux. Vraiment, j'aurais vraiment pas dit mieux. Incroyable. Bah écoute Marie, merci beaucoup pour cet échange incroyable, vraiment, vraiment pour le coup. Je pense que même Walid dira pas le contraire. Bah, en tout cas, merci à toi pour l'invitation dans ce magnifique, cadre. Vraiment, Grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, vraiment, t'es comme chez toi, trop bien. avec grand grand plaisir. Merci encore, vraiment. La Grizzly Family, c'était encore un épisode incroyable et même le mot est faible. Vraiment, le mot est faible. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, écoutez-vous et rappelez-vous, viens on joue, pardon, viens on s'aime, viens on se pardonne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. La peace.